occidentale. Les livres qu'on vous donne là, même, c'est pourquoi. Est-ce que ces livres-là parlent de vos problèmes, de vos besoins? Donc, il fallait qu'à Afrique à venir, on essaie de rassembler tous ceux qui ont pensé sur les problèmes de l'Afrique et surtout aussi nos papas et mamans qui ont écrit. Parce qu'on dit qu'ils n'ont pas écrit, c'est pas vrai. Nous avons des manuscrits rares. Comme quel genre de manuscrits? Quelques exemples, professeur? Mais les manuscrits en Douala, des manuscrits en Bamoun, qui datent de 1920, 1915, etc. C'est-à-dire de ce qu'ils ont écrit. Alors, ça, vous aussi, vous n'allez pas trouver ça dans les bibliothèques universitaires. Parce que les bibliothèques universitaires, il faut que ce soit en français ou en anglais. On parle aussi des films africains à venir, des films africains au Camerounais. Alors, nous collectionnons beaucoup de films africains. Pas camerounais, mais de l'Afrique, l'ensemble de l'Afrique. Parce que les cinéastes ont l'avantage d'avoir un langage qui passe. Parce que l'Africain, c'est celui qui aime le visuel. Enfin, pas seulement l'Africain, mais il fonctionne beaucoup par le visuel. Or, il y a beaucoup de messages dans les films que les Africains ont fait. C'est pour ça donc que nous collectionnons ces films de par le monde. Et nous avons commencé aussi à collectionner les films de la diaspora africaine. Oui, des Américains, etc. Pour qu'ils soient stockés là et que nous puissions les diffuser 2 fois par semaine. Mais encore une fois, tout ça c'est très beau. Nous avons de gros problèmes parce qu'il faut payer les droits quand on diffuse ces films-là. Et nous n'avons pas souvent un budget. Alors, on se retrouve devant une situation où vous avez 300 films qui sont stockés là, mais vous ne pouvez pas les montrer parce que vous n'avez pas le budget pour payer les droits d'auteur. Vous n'avez pas le budget même pour payer la personne qui va gérer la salle pour montrer les films. Mais c'est là. C'est des films d'antan, genre Patrice Lumumba, c'est tout genre de film? C'est tout genre de film. Tout genre de film, fiction, documentaire, politique, histoire, c'est tout genre de film. C'est-à-dire ce que le critère, c'est que le film soit fait par un Africain ou par un descendant africain. Bon, mais c'est la même chose aussi pour les livres. Hein. C'est-à-dire c'est toujours l'héritage, collectionner l'héritage. Nous avons aussi commencé à collectionner de la musique, mais c'est très très pauvre. Très très pauvre, parce que tout ça, il faut acheter. La musique africaine, parce que vous savez, la musique que les gens achètent, c'est toujours ce qui est en vogue. Mais 10 ans après, vous n'avez plus ces CD-là, ils ont disparu du marché. Donc c'est pour ça que nous essayons aussi de collectionner. Mais là encore, c'est ridicule ce que nous avons en place par rapport à ce que nous voudrions faire. Si on avait un budget, vraiment, on aurait une collection unique. Un petit détour rapidement, professeur, sur les manuscrits. Vous disiez qu'il y a beaucoup de manuscrits que vous avez qui prouvent qu'il y a des inventions qui existent aujourd'hui, qui, d'antan, on pensait qu'elles étaient d'origine occidentale, mais qui puisent leurs racines dans les traditions africaines. Je parle des théories mathématiques. Quelques exemples pour nos auditeurs. Tout ça, vous avez parlé de Thalès. Mais oui, mais le théorème, quand vous parlez de Thalès, de Pythagore, tout ça, ce sont des élèves qui sont venus apprendre en Afrique et qui ont fait plus de 20 ans d'études en Afrique. Comme vous avez aujourd'hui les Camerounais qui vont aux États-Unis pour apprendre, ou bien les Camerounais qui vont en France ou en Allemagne pour apprendre. Quand ils rentrent après au Cameroun, on va dire que c'est leurs inventions. On va taire qu'ils ont appris chez tel professeur en Allemagne ou tel professeur en Afrique. Le théorème de Thalès, je crois que j'ai publié ça dans mon livre « L'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute ». Le théorème de Thalès est un théorème que les Africains appliquaient 1300 ans avant la naissance de Thalès. Et c'est là où Thalès est venu apprendre. Maintenant, quand il rentre chez lui, on va dire que c'est son théorème. Et le comble, c'est que le petit Camerounais, jusqu'en 2013, on lui apprend que ce théorème-là est un théorème de Thalès. On ne lui dit pas que c'est le théorème que tes grands-parents appliquaient déjà pour faire des pyramides, pour faire enfin toutes sortes de choses. C'est la même chose avec l'os d'Ishango. Oui. L'os d'Ishango, c'est-à-dire la première démonstration mathématique du monde. Ben, je vais vous montrer ça. La première démonstration mathématique du monde. Vous savez, elle date de 22 000 ans avant Jésus-Christ. Je n'ai pas dit 2000 ans. Hein.
Je dis bien 22 000 ans avant Jésus-Christ. Et cet os d'Ishango, je vais vous montrer ça, n'est-ce pas? Voici l'os d'Ishango. Il existe bel et bien. Et cet os d'Ishango, 22 000 ans avant Jésus-Christ, est la plus vieille démonstration. On appelle ça os d'Ishango parce qu'on l'a trouvé à Ishango, c'est en République démocratique du Congo. C'est un Belge qui a trouvé ça là-bas. Et maintenant, en Belgique, il y a eu beaucoup de colloques, etc. On célèbre cet os maintenant en Belgique, mais les Africains même ne savent même pas que ça existe. Alors, quand vous dites, et ça c'est extraordinaire, ce qu'il révèle ici, au niveau de même la façon de compter, vous voyez, on dit par exemple en français 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10, ensuite on dit 11, 12, 13. Mais dans les langues africaines, et c'est là où c'est ça qu'on a vu ici à l'os d'Ishango, dans ma langue, on ne dit pas 11, on dit 10 et 1, dom, de wo, 10 et 2, dom, la beba, dom, la belalo, 10 et 3. Et ça dans plusieurs langues africaines. Donc, c'est-à-dire que même la logique mathématique, même, elle est différente. Or, l'enfant africain, quand il va à l'école, on ne lui apprend même pas sa logique mathématique. Il faut qu'il intègre dès le départ la logique mathématique de quelqu'un d'autre. Alors, c'est très grave. Et je vous dis que c'est très grave. Moi, je vais vous donner un exemple dans ma propre famille. J'étais à l'université, quand j'enseignais à l'université de Berlin, je suis venu avec ma femme et mes enfants. Et à un moment, ma femme me dit, elle ne comprend pas mon fils là. Elle essaie de lui apprendre les mathématiques, mais il ne comprend pas. Et jusqu'à ce qu'elle comprenne, elle voit donc voir les enseignants. Et c'est là où elle comprend que la logique mathématique allemande, la façon d'aborder les mathématiques est très différente de la logique mathématique française. Or, comme ma femme est camerounaise, elle a fait, c'est-à-dire que l'école française au Cameroun, et elle voulait donc enseigner les mathématiques à mon enfant avec cette logique, mon enfant qui était dans une école allemande à Berlin. Donc, vous voyez donc le drame que cela fait, que dans toutes ces disciplines-là, l'enfant africain, on le force dans une logique qui n'est pas la sienne. Et c'est pour ça que les échecs scolaires dans les pays africains sont énormes. Parce que c'est un suicide. On vous oblige, n'est-ce pas, soit à vous suicider, soit on vous génocide. C'est pour cela que, avec beaucoup de sérieux, je parle de génocide intellectuel et spirituel des peuples africains. Et que ce génocide-là, il faut l'arrêter. D'autant plus que ce génocide est financé par les impôts des Camerounais. Et, enfin, des Africains en général. Professeur, on va pas. Je suis vraiment impressionné et j'espère que tous ceux qui suivent pourraient vraiment prendre pour richesse tout ce que le professeur, toutes les informations. Et je vous conseille d'acheter le livre. L'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Tout étudiant devrait avoir ce livre. Professeur, nous allons revenir un peu sur l'actualité parce que Sahel Plus, c'est une émission consacrée sur le Sahel. Et on parle beaucoup des destructions d'héritage, d'archives anti-islamistes avec la montée djihadiste ces derniers temps en Afrique. Vous qui êtes un professeur et un enseignant, j'ai voulu vraiment prendre un avis d'expert. Est-ce que les trésors de l'Afrique sahélienne sont-ils en danger d'après vous? Mais ils sont en danger depuis, c'est pas seulement maintenant parce qu'il y a avec la montée djihadiste. Bon, ils sont en danger depuis. L'université de Tombouctou. Oui. Il y avait l'université à Tombouctou quand les Européens n'avaient même pas encore d'université. Il faut arrêter, c'est-à-dire le mensonge qui est mis dans la tête des intellectuels africains. Quand Tombouctou, c'est une très vieille université. Beaucoup d'universités en Europe n'existaient pas quand il y avait l'université de Tombouctou. Et je le dis, c'est-à-dire que je ne savais pas que vous alliez aborder ça. J'apporte tout ceci, sur cette démonstration dans l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête. Il faut que les gens se mettent quand même au travail. Vous avez tous ces manuscrits, de l'université de Tombouctou qui sont en danger. En danger parce que, heureusement que l'UNESCO a dit qu'attention, ça c'est un bien de l'humanité, il faut essayer de le préserver, mais il faut aussi mettre un budget. Il faut que les intellectuels se préoccupent de tout cela pour la conservation. Bon, maintenant, quand les judaïstes maintenant viennent avec
toutes ces violences-là. Et maintenant, la destruction est encore accélérée. Mais la destruction a commencé même avec quoi? Il faut quand même qu'on soit sérieux. La destruction commence à partir du moment où tout votre héritage, là, on dit que c'est zéro. Et il faut que vous preniez ce qui vient de l'Europe ou des États-Unis d'Amérique. C'est là où la vraie destruction commence. Parce que là, la démonstration est faite qu'à Timbuktu, il y avait une très grande université qui faisait des choses absolument extraordinaires. Alors pourquoi est-ce que, après l'indépendance, si indépendance il y a eu, pourquoi est-ce qu'après l'indépendance, maintenant au Mali, on ne renoue donc pas avec... Mais on voit très bien qu'il n'y a pas les moyens, et il n'y a pas et puis si les gars ils vont commencer à faire ça, la francophonie va vous dire, ben, écoutez, vous, on va vous rayer de la carte. Excusez-moi les termes, mais c'est ça le fond du problème. Il faut que les intellectuels africains, on leur mette dans la tête, ça, il faut qu'ils réfléchissent comme des Européens, ou comme des Américains, c'est-à-dire qu'il faut que dans le subconscient, ils sachent qu'eux-mêmes, ils n'ont rien et qu'ils ne sont rien et qu'il faut qu'ils prennent chez les autres pour essayer d'être quelqu'un. Et ça, il faut arrêter ça. C'est là où la destruction fondamentale a commencé. Et je crois donc que les chefs d'État africains sont interpellés parce que, encore une fois, dans tous les domaines scientifiques, c'est l'Afrique qui est la mère et le père. Alors, il faut bien maintenant... Bon, moi, je crois que ça, ce n'est plus des secrets. On peut prendre n'importe quel... Mais c'est tout à fait normal. Avant, il n'y avait que les noirs sur la terre. Il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de jaune. Donc, vous croyez qu'il a fallu d'abord que les gens attendent qu'il y ait la différenciation raciale commence sur la terre pour que l'intelligence naisse? Alors, c'est ça le défi à relever et les chefs d'État africains sont interpellés pour mettre des budgets spéciaux pour que tout cela soit, c'est-à-dire dans chaque pays, ce qui a eu comme performance intellectuelle, etc., que ce soit au niveau de l'université, mais que ce soit surtout enseigné à partir de l'école primaire. Tout à fait, professeur. Tout à fait. Vous avez beaucoup évoqué la situation de destruction des archives, je ne vais pas revenir dessus. Juste prendre rapidement votre point de vue sur le conflit malien, avec cette montée des djihadistes, cette porosité des frontières en Afrique. Quel est votre point de vue là-dessus? Vous pensez qu'on va vers une tentative de réconciliation où les autres pays seraient en danger avec la montée djihadiste qui sévit ces derniers temps en Afrique de l'Ouest? C'est-à-dire que ce que je vois, ou que je déplore beaucoup, c'est que l'Afrique est le terrain des conflits des autres. Et ça se passe depuis l'esclavage, depuis la colonisation et après la colonisation. Et le meilleur exemple était la guerre froide. C'est-à-dire que la guerre froide, c'est nous qui mourons, hein, mais c'est les conflits des autres. L'Est et l'Ouest viennent se battre là. Bon, maintenant, il faut bien comprendre. Vous parlez de judaïsme. Quand Samuel Huntington dit que la prochaine guerre sera une guerre de religion, est-ce que c'est un Africain? C'est un Américain. Dans leur vision du monde, ils disent la prochaine guerre sera là. Et maintenant, c'est ça que nous sommes en train de vivre, cette guerre de religion-là. Mais encore une fois, c'est nous qui sommes maintenant le terrain où cette guerre-là est en train de se passer. Il faut bien faire l'analyse des choses. C'est pour cela que je dis que l'Afrique, il y a une urgence chez les Africains. C'est l'unité du continent, l'unité de l'Afrique, les États-Unis d'Afrique. C'est pour ça que vous avez les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, etc. Et ils sont morts pour ça. Nous avons besoin d'une Afrique unie et d'une Afrique maintenant qui retrouve ses origines et qui retrouve ses bases et qui construit à partir de ces bases et non pas à partir des idées des autres, des idéologies des autres, des conflits que les autres inventent, etc. Ma dernière question, professeur, pour terminer. Vous avez été élevé au rang d'érudit exceptionnel de la culture et de l'héritage. Pour tous ces jeunes qui certainement qui écoutent cette émission, pour tous ces jeunes, vous êtes nombreux certainement à regarder cet extrait, cette interview exclusive. Quel est le message pour vous? Quelle serait votre plus grande fierté
aujourd'hui, quelle serait la plus grande richesse pour toutes ces jeunesses africaines et camerounaises en particulier? Mais se mettre au travail. Se mettre au travail. Et arrêter de singer les autres. Arrêter, c'est-à-dire de penser que c'est les autres qui ont inventé. Non, c'est vous qui êtes les premiers inventeurs. Ce n'est pas Hippocrate. Quand un médecin au Burkina Faso, un médecin à Douala au Cameroun, etc., quand il finit sa formation, on lui dit de faire le serment de qui? D'Hippocrate. Et on ne lui dit pas que Hippocrate est venu apprendre ici en Afrique, chez Imhotep, dans la bibliothèque de Imhotep, c'est là où il a été formé. Alors, donc il faut arrêter ça. Donc il faut que chacun, dans sa discipline scientifique, découvre, aille à l'origine, voir quel est l'héritage que ses pères et ses mères ont donné, c'est-à-dire, et quel est l'héritage, comment est-ce qu'ils peuvent maintenant prendre cet héritage et continuer. Regardez la médecine. Les plantes médicinales, vous prenez un pays comme le Cameroun. Le Cameroun est le pays qui a le plus de plantes médicinales dans le monde. Mais est-ce qu'on a des laboratoires au Cameroun de pharmaceutiques sur la base de ces plantes médicinales? Non. Ce que nous faisons, nous exportons ces plantes médicinales pour que ça nous revienne sous forme de médicaments. Donc, les jeunes, ce qu'ils ne peuvent pas faire seuls, parce qu'il faut que les jeunes, et nous, on